Philomène a arrêté, a commencé à enregistrer. Ah oui, 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 j'ai commencé à enregistrer. Je fais le partage, Daniel. Maintenant, Ah Tu non. peux juste me autoriser le partage sans me nommer animateur, ok? Tu vois toujours la plus, tu choisis l'option autoriser le partage d'écran. Là, tu me demandes beaucoup, Daniel. Lire la liste des choses qui s'affichent. Attends. À mon avis, c'est encore moi le host. Lire une option après l'autre, et puis tu vas tomber sur une. Ce n'est pas ailleurs, c'est dans la même liste. Tu vas juste... Si tu ne trouves pas, tu vas me nommer animateur et après je vais voir. Sinon... Plus. Sonia, s'il te plaît, tu peux m'aider un petit peu. Nommer animateur Daniel, voilà. Sonia. Tu vois, il est arrivé au bon toujours moment. C'est toujours moi, hein. C'est toujours moi l'animateur. Hein. C'est toujours Farid qui est animateur. Ouais, c'est toujours moi, ouais. Ok, bon, tu peux m'habiliter, Farid, pour le partage d'écran. Tu vas sur mon nom. Attends, Daniel. T'es où, Daniel, toi? Tac. Ouais, là, ok, je te vois. Donc, j'ai audio, arrêter la vidéo, discuter, mettre en évidence, nommer animateur. Ok, c'est bon. Ok. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ah, c'est lui qui l'a fait, oui. Ok. Ah oui. Bon, après, je reprendrai la main. Hein. Non, je plaisante. Et voilà. Vous me confirmez, vous voyez mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Si les têtes de chacun sont de travers, vous avez la possibilité de prendre la liste des têtes et les déplacer là où vous préférez. Hein. Donc, ça ne dépend pas de moi, c'est à vous de déplacer les têtes. Donc, je vais voir quelques nouvelles slides. À savoir, j'ai rajouté des QR codes qui correspondent aux liens de chaque source que j'ai postée. Comme ça, s'il y a quelques feignants qui n'ont pas envie de cliquer ou si jamais vous imprimez ça, vous circulez avec le scan du QR code via une application classique pas de COVID check, je veux dire. C'est juste une application classique pour lire les QR codes. Vous pouvez accéder aux sources qui confirment ce que j'essaie de vous mettre dans la slide. Donc là, c'est une ancienne slide, fiction juridique. Je crois que tous les nouveaux peuvent déjà la lire. La fiction juridique, c'est un stratagème, c'est une stratégie du système juridique qu'ils mettent en place lorsqu'ils ont besoin de se dépêcher, ou de venir à une conclusion, venir à une décision. Et lorsque c'est impossible factuellement de connaître un état des choses, ou lorsque ça ne leur convient pas de connaître précisément un état des choses, alors ils font une fiction juridique qui finit, comme la définition le dit, par donner des droits à des choses qui ne l'ont pas ou enlever des droits à des choses qui les ont parce qu'on fait semblant que. Donc, un des vocabulaires les plus connus en France, mais dans le domaine francophone, je dirais, c'est celui de l'auteur Cornu et qui dit « c'est un artifice de technique juridique mensonge de la loi consistant à faire comme si, à supposer un fait contraire à la réalité en vue de produire un effet de droit. » Produire des conséquences, donc donner ou enlever des droits à quelqu'un ou quelque chose. Donc, vous voyez, c'est un mensonge de la loi. Moi, je m'amuse à mettre en rouge tout ce qui peut apporter un préjudice et qui, quand même, représente un alarme rouge à tenir en compte. Par le biais d'une fiction juridique, parfois vous êtes vivant, parfois vous êtes dispersé dans la mer. Je trouve qu'il faut des sanctions, il faut le corps vivant comme une batterie chargée à leur prise qui donne sa force vitale. S'il faut par contre reconnaître des droits, vous n'êtes peut-être pas encore revenu de la mer et donc potentiellement mort. C'est un peu le discours technique. Mais là, une nouvelle slide. Wikipédia aussi en parle. Donc, le lien, il est là. Les QR codes qui vont avec. Et l'objet de cette slide, c'est de dire attention, le masque, mot magique aussi, parce que c'est aussi qui fait de pont entre tous les sujets, et aussi un instrument utilisé encore à notre époque pour quoi faire. C'est écrit en bas à droite, pris tout en rouge, pour annihiler toute sensation des prisonniers, par exemple des détenus dans le camp de Guantanamo. C'était un camp où, soi-disant, des terroristes
internationales venant de toutes parties du monde avaient été convergées et détenues dans des camps à différents niveaux. Vraiment, c'était une sorte de Alcatraz de nos jours. Et pour dire, attention, le masque, c'est exactement le masque qu'on nous donne. Ce n'était pas le seul instrument, c'était avec d'autres équipements que vous voyez. Donc, un masque pour les yeux, des gants pour enlever toute sensation tactile aussi. Et ils étaient tenus comme ça, comme vous voyez dans les photos. C'est même Wikipédia qui vous l'explique. Donc, pour vous dire, attention, le masque, ça fait vraiment partie d'un rituel d'assuéfaction psychophysique déjà connu et que personne ne peut nier, que les gens de pouvoir sont à connaissance de cette technique de torture, on peut dire, torture subtile, pas très carnale, mais quand même subtile, vis-à-vis d'un prisonnier qui n'est plus sur le droit commun, mais qui, comme est mis en évidence encore en bas de la page Wikipédia en rouge, est rentré par un caprice de définition poussé par les médias, est rentré dans le droit de la loi martiale, parce que les détenus du Guantanamo n'étaient plus, étant donné que quelqu'un les a définis comme terroristes, arbitrairement on peut dire, mais je ne vais pas faire leur apologie ou la défense de ces gens-là. Ça se trouve, ils étaient vraiment des gens méchants et qui ont fait des crimes contre l'humanité et qui méritaient ça. Je veux dire que c'est toute une question de médiatisation au final. Donc des gens que pour une raison ou pour une autre sont médiatisés comme étant des terroristes, ben, si jamais on les capture, on ne les reconnaît même pas les droits d'un prisonnier de droit commun. Ils basculent dans un régime de droit international d'un prisonnier où le droit international, c'est la branche du droit de la guerre et de la paix qui s'applique et mise en place. Voilà pourquoi certaines violations des droits de l'homme sont toujours permises. Je veux dire, je ne veux pas faire l'apologie non plus de ça, mais c'était la nouvelle slide qui se reconnecte un peu toujours à cette question de vocabulaire qu'on a dû approfondir après avoir parlé de fiction juridique. Si vous vous rappelez notre présentation, on parlait de l'origine du mot personne. C'est tout ce que vous voyez ici, c'est un masque de théâtre, un jeu de rôle, le avatar juridique, si vous voulez, que le système vous oblige pas vraiment à porter, mais il vous conduit très subtilement à vous identifier avec. Et votre partie de faute ou de complicité avec la fraude, c'est justement l'identification, parce que ce n'est jamais obligatoire et n'est que sur base, disons, pseudo-volontaire, on peut dire. Ce qui est important à voir, c'était la fameuse pyramide des droits, donc la hiérarchie des normes, vous voyez ici. En mauve, vous avez l'univers et le vivant. Après, l'humanité composée par femmes et hommes. Attention, 3 adjectifs clés. Libre, vivant et conscient. Ça, ce n'est pas moi qui le fais, c'est Wikipédia même qui le prend du bouquin de Monsieur Kelsen, que vous voyez ici à gauche. Lui, Monsieur Kelsen, c'était un Autrichien. Donc, l'ouvrage original est en allemand. J'ai préparé aussi une traduction en italien au cas où, avec le texte. Mais ce qui est important de cette pyramide, c'est de comprendre un peu tous les étages, mais surtout le premier et le dernier. Parce qu'on a souvent la tendance à considérer ça comme synonyme, alors que c'est pour eux totalement l'inverse. Pour eux, il y a une fiction juridique qui fait en sorte que cette chose ici en haut s'identifie ou soit considérée par le système comme cette autre chose qui est ici en bas, la personne. Et la personne, j'ai fait un zoom spécifique, rien que pour encadrer la partie de cette slide concernant la personne. Bien sûr, ça vient après tout un discours, donc un zoom spécifique pour remettre en grand la définition de personne dans la pyramide des normes et qui est un peu la base de référence de toute la fraude du non légal, c'est que la personne, pour eux, c'est une fiction juridique. Donc, je mets entre parenthèses une autre définition de fiction juridique, c'est fait jamais réalisé, mensonge de la loi, déformé dans un jargon non accessible au monsieur tout le monde, quoi. OK? Donc, la personne,
est une fiction juridique, une de ces choses, une de ces mensonges de la loi. Le droit légal, bien sûr, parce que le droit légal s'occupe des fictions et pas des faits réels. Et ça se distingue en personne physique au singulier, personne morale quand il y a plusieurs personnes physiques associées. Il dit ici le nom, donc entendu comme patronyme juridique, et eux, ils incitent pour le garder en lettre capitale, pour capitaliser un peu leur discours au niveau financier aussi. Donc, patronyme juridique, donc la descendance paterne de la personne, au sens du jargon juridique, est écrite en lettres capitales, vraiment pour se distinguer de ce qui est le mot personne dans le langage commun. La personne est la reconnaissance juridique, souvent tacite, de la fiction légale de l'État. Le système sociétaire exige, à travers le contrat instituant la personne, l'application de quoi? Des lois et l'exécution de sanctions relatives éventuelles. Attention, parce qu'en relisant ça en négatif, vous avez déjà une idée de quelle est la sortie. On exige à travers le contrat qui institue la personne, l'exécution. Mais ce contrat n'est pas non plus une chose insurmontable. On va le voir ensuite. Le rituel juridique de création de la personne se fait uniquement sur le nouveau-né, suite à la naissance. Et là, j'ouvre en blanc toute une parenthèse pour expliquer que quand malheureusement le bébé né sort du ventre déjà sans capacité de respirer autonomement, donc né mort, voilà, il sort du vivant mort, le rituel n'est pas, enfin, il n'est pas créé en tant que personne dans le système. Donc, si par contre, dans le cas toujours malheureux que le bébé sort vivant et une demi-heure plus tard, il arrête de respirer, il meurt, là, ils sont obligés de le faire quand même, le rituel de création de la personne. Donc, ça, c'est des détails qui vous expliquent que peut-être vous ne vous posez pas la question au moment où ça se produit, mais qui, en fait, c'est très connecté à ce que nous, on essaie d'expliquer dans ce discours. Donc, pour l'instant, tenez-la comme une parenthèse. On va l'expliquer plus tard. C'était juste une parenthèse que j'ai tenu moi à rajouter pour enrichir la contextualisation de la chose. À savoir, vous, en tant que réel, vous êtes né le jour X à l'heure Y, et la personne qui vous correspond est née minimum 10 minutes plus tard, tu vois. Ils ne peuvent pas la créer instantanément. Il faut d'abord qu'ils s'assurent que le bébé est vivant. Donc, je suis ce que je suis. Cette chose est née 10 minutes, 30 minutes après moi. Et ça va jamais être... je ne veux jamais tomber dans le piège de m'identifier avec cette chose-là. Cette chose-là, pour le passeport, la carte d'identité, toutes les papeteries de idoles qu'on vous oblige à, comme dans un rituel vaudou, à substituer à vous-même. Les idoles restent des idoles. Et vous êtes pas l'idole. Vous n'êtes pas affilié à une idole. Vous savez qu'il faut montrer ça pour pouvoir ouvrir certaines portes, qui font encore partie physiquement de la carcasse du système, mais vous simplement vous arrêtez de vous identifier avec cette chose-là, sans arrêter de pouvoir vous en servir au cas où. Parce que, voilà, on est en phase de transition. Tard ou tôt, même nos papiers au PPT vont devenir obsolètes, j'espère, parce que ça sera transité dans un vrai niveau évolutif où on se parlera autrement. Donc, le rituel juridique de création de la personne se fait sur le nouveau-né suite à la naissance de la personne, et donc la personne physique est créée via l'enregistrement de l'acte de naissance auprès de l'état civil. On va voir que Regis est mis en blanc parce que c'est sous la royauté de quelqu'un d'autre que vous allez poser le cadeau. C'est pas le livre commun des hommes libres et vivants, c'est le registre où il y a quelques registres et chaque chose que vous présentez aux fonctionnaires chargés d'enregistrer, vous faites présenter dans le sens de faire cadeau, comme le mot anglais peut le rappeler mieux, a present for you. Mais même en français ancien, on dit j'ai amené un présent pour son anniversaire. Donc, ça reste l'idée cachée un peu dans la langue. Il faut maîtriser ces aspects. Donc, créé via l'enregistrement de l'acte de naissance auprès de l'état civil. La personne physique est créée via l'enregistrement de l'acte de naissance auprès du bureau de l'état civil. Donc cet enregistrement a valeur de contrat et les géniteurs
en ayant accepté leur rôle, à savoir que les géniteurs ici, c'est aussi des fictions juridiques à leur tour parce qu'ils sont souvent pas conscients de ne pas devoir s'identifier forcément avec leur avatar juridique. Donc, le mot géniteur, c'est une autre sorte d'escamotage linguistique pour les faire tomber dans le piège de l'identification. Donc, les géniteurs, en ayant accepté leur rôle, placent le nouveau être humain sous la tutelle, attention, la tutelle de l'état de droit. Deux points, ils obtiennent une reconnaissance conditionnée d'autorité parentale de l'État sur la personne physique juridique. C'est l'État que de sa bonne volonté, parce qu'ils se sentent gentils ce jour-là, il leur permet temporairement de s'occuper de son propre colis, de son propre bien financier, à condition qu'il ne le fasse pas dévier vers le réveil, quoi, vers l'autodétermination, en quelque sorte. Donc, c'est vraiment ça a toujours été, depuis son institution, ça a toujours été l'État le vrai détenteur de ce pouvoir parental. Elle peut le concéder, elle peut le révoquer suivant sa volonté aux géniteurs qui en acceptent le rôle via ce rituel juridique. C'est un rituel juridique parce qu'on a d'autres formulations, mais c'est vraiment un rituel tout à fait comparable aux autres rituels pseudo-magiques. Ils obtiennent une reconnaissance conditionnelle sur la personne physique. Toujours entendu cette personne physique comme jargon juridique et toujours un statut équivalent à celui de la deminutio, capitis maxima du droit romain. Parenthèse qui nécessite effectivement un approfondissement pour dire qu'il y avait dans le droit romain une des codes sources du droit, du code civil, du droit du monde occidental, c'est que les habitants pouvaient avoir l'état de romain et lui, il n'avait aucune restriction, totalement libre, souverain, on peut dire, de soi-même. Il y avait après le deminutio capitis minima, quand ce romain devenait endetté légèrement et donc il avait un autre romain qui pouvait le mettre en condition de payer de manière forcée ses dettes, une sorte de saisie de ses biens, quoi. Deminutio capitis media, quand il y avait des gens non romains qui n'avaient pas de dette ou une ultérieure dégradation d'un romain qui avait empiré sa situation avec d'autres sortes de crimes contre nature. Et après, la deminutio capitis maxima, c'est-à-dire le maximum de la diminution de tes pouvoirs qui était donné aux esclaves, aux prisonniers de guerre, à toutes sortes de gens qui n'étaient pas reconnus par le système comme ayant des droits. Et donc, la deminutio capitis maxima, ça se reproduit. Là aussi, on n'a pas une source spécifique, factuelle qui l'expose à la lumière, mais on peut le sous-entendre via l'observation, que cette deminutio capitis maxima est en fait reprise par la capitalisation maximale d'une certaine écriture. Quand du premier au dernier mot, les lettres sont capitalisées, tu as l'équivalent d'une deminutio capitis maxima. C'est-à-dire, on t'a mis là comme quelqu'un qui n'est pas vivant et qui n'a pas le même droit et dignité d'un vivant. On t'a mis comme quelqu'un qui est endetté, en faillite et pas vivant. Donc, c'est ça le écho derrière cette insistance de vouloir mettre la personne en majuscule, comme prénom et nom ou non-prénom en majuscule. Fermez la parenthèse, donc la personne physique reconnue par l'État via ses agents administratifs qui reste sous la tutelle et l'autorité de l'État de droit. Et ça, je le répète, il y a c'est l'État dont, si on ne sort pas de ce système, qui avait, qui a et qui aura toujours le vrai pouvoir sur les enfants et sur nous tous. Toutes les parties, entendues comme agents, déclarants et accouchant à l'attente, engagent en leur nom légal, donc à titre de gage. Le gage, c'est une sorte d'objet d'échange qui fonctionne comme garantie dans certains accords. Donc, toutes les parties engagent en leur nom légal, patronyme juridique encore une fois, l'enfant engendré. L'acte de naissance et cette personne physique juridique nouvellement créée fait lieu de contrat. Entre qui? Entre la nouvelle personne et l'État. Donc, le bébé a déjà un contrat à son nom. Il n'y peut rien. Voilà, il est comme ça. Dans ce contrat systémique, la nouvelle personne reconnaît comme légitime de facto les fictions légales
le contrevenant reconnaît, intègre donc la fiction juridique de l'État, sa hiérarchie des normes et son autorité. Donc, dans ce contrat, c'est grâce à ce contrat-là que quelqu'un se prend pour le délégué du pouvoir suprême sur ton propre corps, sur ta propre conscience et sur tout ce que tu penses pouvoir administrer toi-même. C'est grâce à ce contrat-là. Encore une fois, la personne, en tant qu'entité juridique, est donc considérée comme propriété de l'État par ce système. Et là, je mets business trust, j'aime bien poser des points d'interrogation sans les expliquer parce que après, ça demande toute une autre présentation plus concentrée sur le OPPT, que là, on n'a pas encore eu besoin de mentionner, mais tout cela est propédeutique. Donc, Daniel, excusez-moi, mais tu sais, de l'autre chat, il savait un petit souci avec les links Zoom, donc j'ai donné le mien et ils vont rentrer à 9h, donc voilà, il faudrait vraiment fermer à 9h. Oui, 10 minutes parce que c'est cette slide-là qui complète la précédente. Okay. Vous voyez, ça c'est la pyramide, un extrait de la pyramide. Tout ce qu'on vient de lire était déjà marqué là-dessus, sauf le tout dernier paragraphe. Vous voyez le marqueur bleu, Google Maps bleu à gauche. Il te dit ce contrat est en cas de nullité. Tout ce dernier paragraphe, puisque c'est le plus important de toute la pyramide, je l'ai repris en grand, en bleu, en haut. Donc, ça suffit de comprendre l'ouverture que ça comporte, cette chose-là, pour pouvoir contextualiser le pourquoi nous, on est en train de trouver la meilleure stratégie ensuite pour faire ce que eux, ils ont mentionné ici. Ils n'ont pas donné le détail et tout ce que nous on fait, c'est chercher la meilleure stratégie pour faire dans le détail cette réalisation du choix. Donc, ce contrat est un cas de nullité puisque la loi des contrats stipule le nécessaire discernement et consentement du contrevenant. Parenthèse que j'aime préciser, il ne s'agit pas de l'intéressé comme vous le trouvez dans le bloc de la pyramide, parce que nous, on n'a pas vraiment intérêt à le faire. On a plutôt la contrainte, donc on a des contraintes à laquelle on va contrevenir. Donc, puisque le discernement et le consentement du contrevenant sont nécessaires avant tout engagement par contrat, et cela n'est pas le cas pour un nourrisson. Attention, le mot nourrisson, ça représente une autre arnaque linguistique, mais on va passer pour l'instant. Il convient à qui de droit, et le souhaite donc, de faire valoir ses droits naturels. Je rajoute d'homme, femme vivante, parce que dire être humain, c'est un autre piège qu'on va approfondir dans les autres slides, et d'adhérer ou non librement à la reconnaissance de son affiliation à la fiction juridique de l'état de droit. Eh bien, alors, si ce n'était pas encore clair, on va le expliquer par la psychologie inverse, que je me permets de faire avec cette petite slide-là. Es-tu un être humain endoctriné à s'identifier comme une personne au sens caché du légalaise, c'est-à-dire jargon juridique? Alors les contraintes, si la réponse est oui, alors les contrats écrits, appelés actes administratifs, sont contraignants pour toi. Félicitations et merci pour avoir tacitement choisi notre service commercial administratif, parce qu'il s'agit de ça. Donc le discours, c'est vous pouvez faire valoir vos droits naturels et dire que vous ne vous identifiez pas avec cette fiction juridique parce qu'elle a été faite sans votre consentement, parce que vous n'étiez pas en accord éclairé à l'époque où vous étiez un nourrisson. C'est un peu ça le discours. Et donc, voilà, on peut conclure ici. Je vais voir s'il y avait encore une autre petite slide d'approfondissement. Une chose très importante, c'est qu'il y a eu déjà, puisque le roi d'Espagne, lorsque les premiers indios étaient torturés et convertis en esclaves, il se faisait quelques soucis de karmique, bien qu'il tenait quand même à ses caisses de trésors qui augmentaient. Il y a eu tout un procès, un débat qui s'appelle la controverse de Valladolid en Espagne, qui est entre autres aussi la ville où Christophe Colomb a été après... le corps de Christophe Colomb a été enterré après sa mort et dont on a très récemment, il y a 5 ans, découvert des choses abominables qui faisaient partie de ces carnets, de ces lettres, rapports épistulaires secrets, comme quoi on a compris que c'était un vrai tyranne, lui et son frère. Donc, dans cette slide-là, on parle un peu, attention aux faux héros, le philanthropisme toxique qui nous persécute depuis
très longtemps dans l'histoire, pas qu'aujourd'hui, mais ça c'était toujours le cas. Ce fameux philanthrope Christophe Colomb n'était pas un. Et regardez ce qu'on peut trouver, par exemple, il dit, on a trouvé ce peuple de naïves aborigènes en Amérique, et ils sont très simples comme forma mentis, et on peut les mettre en esclavage, en gros. On pourrait les asservir tous et faire tout ce que l'on veut. C'est lui qui le dit. Et après, j'ai mis d'autres liens pour dire la traite des esclaves, la déportation des Indiens avec le Indian Removal Act, tout ce que ça a comporté. Et c'était bien sûr décrit comme des actes philanthropiques à l'époque. Mais on peut très bien voir avec la bonne loupe de quoi il s'agissait. Et la très importante controverse de Valladolid pour notre discours, parce que là-dedans, ils avaient invité auprès de la cour du roi d'Espagne des théologues, des philosophes, des juristes, des économistes, etc., pour pouvoir décrire qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que ce n'est pas un homme, qu'est-ce que c'est un être humain par contre, et pourquoi c'est juste de les traiter de cette manière, de faire la justification une apologie de la chose la plus abominable de notre histoire. Il y a eu bien sûr quelqu'un qui s'est battu pour la défendre, pour défendre la bonne cause, mais ça a juste été considéré comme un prétexte pour arrêter d'exploiter les indios américains et commencer avec la traite des esclaves africains. La traite des esclaves africains pour ne pas exploiter. Donc, disons que ce qu'ils ont voulu raconter les historiens de l'époque, c'est que c'est à cause des indios qui ont pleurniché, ou c'est à cause des gens qui défendaient les indios que les Africains ont été mis en esclavage et portés en Amérique. Bien sûr que je prends distance de tout ça, mais pour dire attention à tous ces discours, parce que lorsqu'on doit définir qu'est-ce que c'est un homme et qu'est-ce que ça ne l'est pas, c'était dans cette époque-là que le mot être vivant a dû faire partie du vocabulaire douanier pour pouvoir permettre le trafic des esclaves. Oui. Alors, est-ce que maintenant, tous ces mises à jour ils sont déjà en Dropbox ou non? Comme ça, Daniel a aussi peut les utiliser. Pas encore. Je vais vous prévenir en chat Telegram dès que je fais. En tout cas, Daniel, ils sont en Dropbox déjà la première partie, hein, si tu veux aussi. Oui, non, la vieille version, c'est-à-dire plein de slides jusqu'à la dernière, là, ils sont déjà là. J'ai intégré pour approfondir certaines parenthèses d'autres slides comme celle que je viens de présenter. Ici. Sinon, le reste, après, c'est bien de les suivre dans leur parcours logique, une après l'autre, et pouvoir les utiliser comme, surtout cliquer sur les liens de vérification pour voir si la source est vraie, et d'approfondissement au cas où. Parce que je ne cite pas tout. Je crois que je l'ai épinglé même dans la chat Telegram. Si je ne l'ai pas fait, en tout cas, c'est déjà sur YouTube. Et si je ne l'ai pas fait, d'ailleurs, je vais le faire demain pour épingler ce link. Je ne sais pas comment faire maintenant. Okay, oui. Seulement une chose ici, j'avais trouvé que cette chose-là, c'était une sorte de fake news, dans le sens que apparemment le mec cité était un vrai raciste, hein, quelqu'un qui n'avait pas peur à l'époque, hein, parce que c'était une autre époque aussi, de sortir avec ses propos racistes, mais il n'y a pas de trace dans les archives du Parlement britannique de ce dépôt-là, de ce discours-là. Donc, quoi que ce soit très vraisemblable, parce qu'il disait bien pire dans d'autres occasions, mais ce discours-là ne figure pas dans l'archive officielle. Cela n'empêche que je puisse quand même l'utiliser à titre d'exemple pour préciser leur stratégie. Daniel, donc on arrête maintenant parce qu'on a une invitée d'honneur. Bien sûr, bien sûr. Elle va rentrer? Elle est déjà rentrée. Ah, ok. Allez, bienvenue, invitée d'honneur. Arrête le partage, s'il te plaît. Voilà. Ok, donc alors, ça tourne toujours l'enregistrement. Il y a une très belle surprise, il y a Barbara Banco. Qui est Barbara Banco? Ah, qui est Barbara Banco, mais la femme qui est en train de faire bouger le monde. Oui, il y a tremblement de terre alors. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, Barbara. Ben, tout est parti de son courage, de son zèle, de son dynamisme, de son, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais merci à elle que nous sommes là ce soir, je vous assure. Ouais. Ah, merci à elle alors. Et à toute la compagnie. Hein, toute la compagnie et au créateur aussi. Ouais. Allora, Barbara, ho detto grazie. Grazie a te di tutto quello che sta succedendo anche nel mondo. Grazie.
Okay. Grazie a noi. Allora, Grazie Barbara. Merci à nous. Ciao Barbara. Ah oui, il faut traduire, Daniel. Oui, je traduis. Ok, donc alors, puisque c'est une Zoom privée, et j'avais donné ce soir le link parce que donc, on avait prévu de terminer nous avec 9 heures. Voilà, alors nous, je vais arrêter le registre.